Bonjour à vous toutes et à vous tous. Alors aujourd'hui, je souhaite aborder les aides qui sont à notre disposition sur ce chemin d'éveil de conscience. Ces aides, elles sont nos boussoles intérieures et avec un peu d'entraînement, on apprend à les utiliser et à leur faire confiance. Pour bénéficier de leur processus vertueux, il va nous falloir revenir à l'essentiel de notre être. Il va nous falloir considérer notre entièreté, revenir à nos ressentis primitifs et instinctifs et accepter de mettre de côté nos schémas de pensée qui sont souvent rattachés à la matière. Alors rassurez-vous, lâcher les schémas qui nous attachent au monde matériel, ça ne signifie pas vendre notre bel appartement haussmannien en plein centre de Paris et partir nous installer dans une cabane au fin fond de la diagonale du vide. Lâcher les schémas qui nous attachent au monde matériel, c'est revenir à soi en toutes circonstances avant d'agir. Dans les premiers temps, ça peut nous demander de l'effort, mais peu à peu, cette pratique, elle devient naturelle. Alors revenir à soi avant d'agir, ça permet de discerner son vrai désir et non celui qui surgit pour faire comme les autres, pour correspondre à ce qu'on attend de nous. Discerner son vrai désir, c'est écouter son cœur et son corps, c'est instaurer une forme de dialogue avec eux. Ce cœur et ce corps sont donc nos premières aides. Ils sont essentiels et indispensables à notre quotidien. Ils nous permettent de déceler ce qui nous fait vibrer, ce qui nous met en joie ou au contraire ce qui nous déplaît, nous rend tristes, voire ce qui fait surgir une colère du fin fond de nos entrailles. Alors, lorsque je me pose une question, est-ce que le tout premier ressenti, celui qui se présente avant même que je ne pose ma conscience dessus, ce premier ressenti, est-ce qu'il s'apparente plutôt à un waouh, trop top, ou plutôt à un oh non, galère? Est-il accompagné d'une joie intérieure, de petites bulles de champagne qui pétillent dans tout mon être, d'un feu d'artifice dans mon cœur? Ressemble-t-il plutôt à un poids lâché du second étage sur mes épaules, à la sensation d'une grosse pierre dans mon ventre, à un serrement dans mon cœur? Se présente-t-il à moi comme un ouais, bof, pas trop, avec pas de ressenti particulier? Ce tout premier ressenti, c'est celui auquel on doit s'attacher. Il est essentiel d'y prêter attention dès qu'il surgit, car il peut être supplanté par le mental dans les 3 secondes suivantes. Par exemple, on est samedi et vous n'avez toujours pas terminé le dossier qui a accaparé les 50 heures de votre semaine de travail. Vous recevez un message de votre amie Hortense qui vous propose de l'accompagner pour une baignade en rivière. À la lecture de ce message, une grande joie envahit votre être et votre première réaction, c'est de répondre immédiatement « Ouais, ok, pour moi, avec grand plaisir ». Mais subrepticement, votre mental prend le dessus et vous rappelle que vous devez finaliser votre dossier. Et il vous assaille de pensées culpabilisantes, de projections catastrophiques du genre « Ce dossier devrait déjà être terminé, si tu ne le rends pas lundi, ta carrière elle est finie, tu seras mise au placard, tu auras prouvé ton incompétence ». Vous vous laissez guider par ces injonctions et oubliez votre premier ressenti qui vous indiquait votre besoin réel de détente après cette semaine chargée. C'est donc en observant et en écoutant nos ressentis que nous repérons qu'un waouh accompagné de bulles de champagne dans le ventre correspond à un grand oui, et qu'à contrario, un non en galère accompagné d'un gros poids sur les épaules correspond à un grand non. Mais qu'en est-il du coup de cet entre-deux de souhait bof, qui n'amène ni un oui ferme ni un non catégorique? Eh bien, c'est à ce moment-là qu'on fait intervenir notre libre arbitre, afin de prendre la décision qui nous convient le mieux. Je serais bien sortie me promener, mais il fait tellement froid que j'hésite. Au moment présent, là, maintenant, tout de suite. Qu'est-ce qui m'attire le plus? Enfiler mon gros pull et mes chaussettes de laine pour affronter le froid et profiter de cet air vivifiant? Ou rester au chaud, sous mon plaid, en savourant un super roman et une bonne tasse de thé? Si Flavie me propose de l'accompagner à cette soirée organisée sur la plage, je dis oui, et peut-être aurai-je l'occasion de faire de nouvelles connaissances, ou je préfère rester chez moi devant un bon film. Sur quoi je décide de miser là, maintenant, tout de suite? Qu'est-ce qui va émerveiller le plus ma journée ou ma soirée? C'est cela que l'on appelle le libre arbitre, celui que l'on utilise pour faire son choix, en fonction de son envie du moment, en fonction de l'environnement qui définit la situation, et en fonction des conséquences possibles de notre décision. La soirée plage m'enthousiasme, mais j'exècre la musique qui y est diffusée. Est-ce que je vais passer à côté d'une jolie rencontre? Cependant, lorsque nous faisons appel à notre libre arbitre, soyons attentifs à ce que notre mental ne s'immisce pas dans la réflexion. Il pourrait nous pousser, seulement motivés par ses peurs et ses résistances, à prendre des décisions qui ne respectent pas notre envie ou notre besoin profond. Prenons l'exemple suivant. Léonie a fait la connaissance il y a quelques semaines de Basile, qu'elle trouve intelligent, drôle et très attirant.
Leurs rencontres successives ont été des plus plaisantes, elle est toujours en joie à l'idée de le revoir. Lorsqu'elle s'approche de lui, elle ressent des papillons dans le ventre, son sourire la fait fondre, bref, il la rend tout chamallow, et son cœur l'invite très clairement à lui déclarer sa flamme. Cependant, une petite voix s'immisce insidieusement dans sa tête. Elle fait sournoisement remonter à son souvenir. Rappelle-toi, la dernière fois que tu as déclaré tes sentiments à un homme, il a explosé de rire et t'a balancé à la figure. Non mais tu rigoles, tu crois vraiment qu'un mec comme moi pourrait avoir envie de se trimballer une fille comme toi? Souviens-toi, combien de temps as-tu mis à t'en remettre? T'as vraiment envie de revivre ça? Et là, d'un coup, toute la joie ressentie préalablement, toutes les super sensations vécues disparaissent au profit d'une mise en garde sur tous les risques liés à cette éventuelle déclaration de sentiments amoureux. Ce ne sont alors plus des papillons qu'elle a dans le ventre, mais un gros rocher. La tristesse vient envelopper tout son être, et elle sent une douloureuse émotion envahir son cœur. Alors là, à ce stade, stop, revenons à la raison. Si le mental nous fait douter de nos premiers ressentis, et que notre libre arbitre ne réussit plus à s'exprimer parce que pris dans des questionnements incessants qui partent dans tous les sens, revenons à la raison et sollicitons notre esprit capable d'une analyse et d'une réflexion basée sur des éléments factuels et concrets. Qu'est-ce que Léonie risque vraiment à se déclarer? Quelles sont les réelles conséquences qui peuvent advenir? Elle retombe sur le même genre d'homme avec une réponse aussi détestable? Normalement, il y a peu de risques, mais ça peut arriver, ok. Ce serait en effet très déplaisant, on est d'accord. Mais en fait, qu'est-ce que vient toucher chez elle cette détestable réflexion? Qu'est-ce qui fait qu'elle a mis un temps fou à s'en remettre la dernière fois? Pourquoi est-ce venu la perturber aussi fort? Serait-ce la réactivation de la blessure laissée par son père lorsqu'il avait dit d'elle à ses amis et en sa présence: elle n'est pas très jolie, mais qu'est-ce qu'elle est rigolote? Ou celle laissée par ses copines ados qui se moquaient régulièrement de son style vestimentaire? Un tas de suppositions peuvent être faites, mais cette situation amène à conscientiser qu'il y a quelque chose à travailler là, à cet endroit, car Léonie aurait pu tout aussi bien ce jour-là envoyer une réponse cinglante à cet homme et se dire que ses paroles déplacées avaient été un bon moyen de se rendre compte rapidement qu'elle avait affaire à un homme indélicat, grossier, dépourvu d'intelligence émotionnelle, et qu'il était plutôt salvateur pour elle que la vie lui ait fait ce cadeau de voir, avant de s'engager plus loin émotionnellement, à quel point cet homme n'en valait pas la peine. Aujourd'hui, la situation semble différente. Elle a eu la chance de rencontrer Basile à plusieurs reprises. Jusque-là, elle n'a pas noté de paroles ou d'attitudes désobligeantes, et il s'est même montré plutôt attentif et à l'écoute. Alors oui, le risque zéro n'existe pas, et il est toujours possible, bien que peu probable, que Basile se montre détestable avec elle. Dans ce cas, même si ce n'est pas très agréable, ce sera le bon moyen de constater où elle en est de la guérison de sa blessure. Basile peut aussi lui donner une réponse négative de manière très respectueuse, et dans ce cas, elle sera en mesure de l'accueillir, et il peut aussi lui donner avec enthousiasme une réponse positive, et elle aura alors la joie de découvrir qu'elle a rencontré l'homme qui partagera sa vie de nombreuses années. Gardons donc à l'esprit que le plus important, c'est de faire surgir de nous ce que nous souhaitons vraiment pour aboutir à l'épanouissement plein et total de notre personne. Pour autant, on a toute liberté de faire le choix d'écouter notre mental et d'emprunter un autre chemin, à coup sûr plus complexe, mais tout aussi enrichissant par les enseignements qu'il va nous apporter. Alors, le second moyen pour entrer en connexion avec nos désirs et besoins profonds, ça va être de dialoguer avec notre âme, notre conscience supérieure. Cela peut paraître étrange au premier abord, et pourtant, prendre volontairement contact avec sa conscience supérieure chaque jour, apprendre à dialoguer avec elle, et l'assurance d'obtenir de l'information et des compréhensions qui facilitent notre moment présent. Nous réaliserons, assez vite d'ailleurs, que nous recevons déjà, et ce depuis toujours, des messages de notre âme qui s'expriment à travers ce que nous appelons communément notre intuition. Chaque jour, elle nous facilite la vie, nous aide à faire des choix, nous oriente vers les meilleures opportunités pour nous. Mais jusqu'à ce que nous prenions conscience de tous ces potentiels, nous n'utilisons que bien en deçà de ces capacités. Alors les premiers pas dans ce nouveau jeu peuvent parfois nous sembler complexes et nous apparaître du même ordre que tenter de déplacer les pièces d'un échiquier alors qu'on ne connaît pas les règles. Cependant, avec une pratique régulière, cela devient de plus en plus fluide. En déployant de la volonté, un esprit curieux et un sens de l'humour aigu, on se retrouve rapidement plongé dans ce monde étrange et fabuleux qu'est notre conscience supérieure. Il s'agit de faire le calme à l'intérieur de nous, c'est-à-dire mettre de côté les ruminations qui sont involutives,
pour laisser place à une écoute positive de notre conscience supérieure. Alors faire le calme à l'intérieur de nous, c'est pas forcément synonyme de se mettre en position assise pour méditer. Certains d'entre nous réussissent plus facilement à faire le calme à l'intérieur d'eux en privilégiant le mouvement. Et il est tout à fait possible de parvenir à ce calme intérieur au cours d'une balade en forêt, lors d'un jogging, pendant une activité de peinture, de jardinage, une séance de ménage, bref. Chacun trouvera ce qui lui convient le mieux. L'objectif reste de débrancher le mental. Une fois le calme installé, nous pouvons inviter notre âme à participer à un petit jeu afin de faire connaissance. On peut alors lui poser une question précise dont la réponse ne nous est pas primordiale, puis voir ce qui arrive dans l'instant. Cela pourrait être par exemple « Chère conscience, peux-tu m'indiquer de quelle couleur sera la chemise portée par mon banquier lors de notre rendez-vous à 10h ce matin ?» Et là, on voit ce qui vient. Ici, par exemple, on pourrait obtenir une réponse en clairvoyance, c'est-à-dire avoir une vision très précise de la chemise. L'information pourrait aussi arriver en claire conscience, c'est-à-dire que tout à coup, l'information est là, présente en nous sous forme de pensée. Bleu ciel à petits motifs blancs. Alors, dans la pratique de tous les jours, les questions pouvant être moins précises ou plus élaborées, on s'apercevra que la réponse ne nous parvient pas forcément dès notre demande formulée. Elle pourra surgir quelques heures, voire quelques jours plus tard, généralement de façon inattendue, afin qu'il n'y ait aucune possibilité de la confondre avec l'expression de notre mental. Si un doute persiste sur l'intervention de notre mental, la solution est d'écouter, d'observer ce qui se produit dans notre intérieur lorsque nous sommes confrontés à ces messages. Quand ils viennent de notre âme, ils sont soudains, ils ont un effet de surprise évidente, on en saisit le sens tout de suite, un peu comme un eureka qui surgit quand la solution à un problème qui nous occupait l'esprit débarque au moment où on a lâché l'affaire. De plus, ces messages ils peuvent être porteurs d'apaisement, de bienveillance, ils sont sans jugement, ouverts sur tous les possibles. Lorsque notre mental en est à l'origine, ils surviennent dans des moments de rumination, dans des moments de peur, de colère, de tristesse, ou bien ils peuvent même provoquer ces états émotionnels-là, de peur, de colère et de tristesse. Quand les messages viennent de notre mental, ils sont souvent angoissants, culpabilisants, jugeants, voire méprisants. Ils nous amènent à nous replier sur nous-mêmes et à rester dans notre zone de confort. Concernant la réponse qui va nous être délivrée, elle peut l'être de différentes manières, et tous nos sens peuvent être sollicités. Cela peut être une pensée qui surgit dans notre esprit alors qu'on est en train d'essayer de se souvenir de la recette des crêpes de grand-maman. Un mot sur un panneau d'affichage ou le titre d'un livre qui appelle très fortement notre regard. Des échanges surpris lors d'une conversation entre un couple dans la rue, un objet, une odeur ou une situation significative pour nous. Un rêve dans la nuit qui suit notre demande. Parfois même, notre âme, elle est de mèche avec la vie et elles s'organisent toutes les deux pour nous empêcher de suivre notre itinéraire habituel ou alors pour décaler notre horaire de départ ou d'arrivée afin que l'on obtienne le message qui nous est destiné. Tout est possible. Alors pour imager mon propos, je vous donne l'exemple du message que j'ai reçu de mon âme dans les premiers temps où j'expérimentais cette pratique. Je lui posais la question suivante. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Au sujet d'un homme de qui j'espérais une réponse à une situation précise. J'étais assise, les yeux fermés, et je me concentrais sur ma respiration. Et puis d'un coup, a déboulé à toute vitesse de l'extrême gauche de mon écran intérieur, une autruche qui s'est brusquement arrêtée en plein centre et qui a plongé la tête dans le sable. Alors ça m'a fait éclater de rire, à la fois parce que l'image était très parlante, mais aussi j'étais très surprise que ce message arrive sous forme de petits films. Avec le temps et à force d'expérience, on réussit plus facilement à reconnaître et à décrypter les messages de notre âme. On a accès aux règles du jeu. Nous ne sommes bien sûr pas infaillibles, il nous arrive parfois encore de nous tromper, de ne pas utiliser le bon canal. Mais comme le petit Pousset qui, lors de sa seconde expédition dans les bois, semait des miettes de pain pour retrouver son chemin, on apprend de nos expériences et on grandit avec. Je vous remercie de votre écoute, et si vous souhaitez me contacter pour une séance de sophrologie ou un soin énergétique, toutes les informations se trouvent dans la description de la vidéo. Si ce contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner, à liker et à activer les notifications pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. À bientôt!